La communauté des francs-maçons du Grand Orient se fonde sur les principes de la liberté absolue de conscience, de tolérance et de respect des minorités, dans la volonté de se réunir ce qui est épars et de diffuser l'idéal de progrès individuel et de progrès de la société humaine. Au cœur de l'actualité de ces dernières semaines, la mise en place d'un éventuel Corona Pass fait largement débat. En essence, il renvoie à des questions concernant les libertés individuelles, la solidarité entre individus et la responsabilité individuelle. Pour les uns, il s'agit d'un outil absolument nécessaire afin d'accélérer un certain retour à la normale, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que nous subissons. Pour les autres, il s'agit surtout d'une boîte de Pandore qui entrevoit une société de contrôle, de la vaccination contrainte et de la surveillance généralisée. Mais surtout, il est un outil aux nombreuses implications éthiques qui nécessitent impérativement un débat démocratique afin que soit garanti un accès égal à la santé et au bien-être, afin que soit protégée la vie privée, afin que soit prévenu tout abus. Le Corona Pass sera-t-il un passeport pour une liberté retrouvée ou au contraire un passeport sur la voie de nouvelles restrictions de nos libertés? Le point de vue d'Élie Kogan, professeur émérite à l'Université de Bruxelles et spécialiste en médecine interne au Chirec Delta, est là ce midi pour nous éclairer. Docteur Élie, comme vous le savez, la franc-maçonnerie est fortement attachée aux valeurs humanistes. Mais je ne comprends pas pourquoi cette discussion concernant le Corona Pass, qui me semble justement être une porte vers plus de liberté, semble devenir une discussion sur ces valeurs. J'entends autour de moi que ce Corona Pass va surtout entraver mes mouvements et m'empêcher de retourner dans les restaurants ou les salles de spectacle ou voire même dans les réunions avec mes frères. Ben, la question n'est pas illégitime, mais je pense qu'il faut d'abord repréciser quel est l'intérêt et quel est l'objectif de ce Corona Pass pour pouvoir aborder notamment les différents points concernant les valeurs. Alors, nous sommes dans une situation actuellement où le virus circule encore beaucoup et j'ai essayé de conceptualiser l'ensemble de cette dynamique selon un triangle de 3 cercles. Un premier cercle, c'est la circulation du virus lui-même. Si vous imaginez que le virus ne circule plus du tout, eh bien on peut rentrer chez soi, fermer les micros, circuler, il n'y a rien à voir et on n'a pas besoin ni de Corona Pass ni de structures qui assuraient une sûreté dans la transmission. Le point, et je parle de transmission, c'est véritablement comment gérer le risque de transmission du virus et donc le risque qu'un individu va contaminer un autre. L'incidence de la problématique virale est un point important. Un autre point important, et on l'a déjà signalé à différentes reprises, ce sont les lieux. Des lieux qui doivent être sécurisés en termes de circulation du virus. C'est ainsi que si on est dehors, ce n'est pas la même chose que si on est à l'intérieur. Et on faisait référence au restaurant. Voilà un espace fermé où il serait utile d'assurer une ventilation, une épuration de l'air, etc. Et le troisième élément, c'est s'assurer que les personnes qui vont être mises en contact les uns avec les autres ne transmettent pas un virus qu'ils ne seraient pas conscients d'héberger. Et donc, pour rendre ces personnes safe, le Corona Pass apparaît comme un élément absolument nécessaire. Le contenu de ce Corona Pass, c'est d'une part soit d'être immunisé par la vaccination, et on sait maintenant avec des données de plus en plus certaines que la vaccination assure effectivement avec une bonne probabilité une absence de transmission virale, ou alors on est immunisé parce qu'on a été malade, et pour ceux qui ne sont pas immunisés ni de l'une ou de l'autre façon, eh bien on leur demande d'avoir un test de détection virale négatif. Ça, c'est certainement la façon de ne laisser personne à la porte du restaurant ou du théâtre. Ce projet est un projet qui, selon moi, n'est ni clivant ni discriminant. Donc, si je comprends bien, ce Corona Pass n'a rien à voir avec la
la vaccination proprement parler. C'est beaucoup plus général comme outil. La remarque est effectivement extrêmement importante. On voit dans les médias et même au niveau de certains experts qu'on continue à considérer ce Coronapass comme un passeport vaccinal. Ce n'est pas un passeport qui a une connotation assez négative en termes d'interdiction et ce n'est pas strictement limité à la vaccination. Et d'ailleurs, indépendamment du fait que tout le monde n'a pas eu l'occasion encore d'être vacciné, il peut y avoir des contre-indications également à la vaccination ou des vaccinations qui éventuellement ne pourraient pas être satisfaisantes pour l'une ou l'autre personne. C'est donc bien un outil qui comporte 2 autres éléments complémentaires que la vaccination. OK. Ça me rassure parce que quand nous voyons autour de nous la rapidité ou plutôt la lenteur de toute la stratégie de vaccination, tant en Belgique que dans les pays autour de nous, je crois que c'est un élément qui est très important à retenir. Est-ce que de cette façon-là, est-ce que tu crois que de cette façon-là, ça va soit diminuer la volonté de vouloir se vacciner ou au contraire, est-ce que tu crois qu'on va être avoir plus tendance à vouloir se vacciner? Alors, je pense que le Coronapass peut être une incitation à augmenter l'adhérence de la population à la vaccination. Il est clair que dans une situation où le fait d'être immunisé, soit parce qu'on a eu la chance d'être vacciné ou on a la volonté d'être vacciné, soit on a eu la malchance d'avoir acquis l'immunité par la maladie, si on reste dans une situation de non-immunisation, eh bien on va avoir la nécessité à chaque fois de refaire un test, même si les tests à réaliser ne sont pas nécessairement des tests à connotation traumatique comme des frottis nasopharyngés qui nécessitent un coton-tige qui va assez loin dans le nez. Les tests antigéniques maintenant, qui sont des tests qu'on peut réaliser par voie nasale, sont moins traumatisants. Néanmoins, ça nécessiterait de façon assez régulière de réaliser ces tests de détection virale. Et donc, à un moment donné, effectivement, ça peut donner l'occasion plutôt de se faire vacciner plutôt que de refaire chaque fois des tests. Oui, parce que c'est quelque chose que moi, je perçois dans les discussions sur la vaccination, sur le Coronapass, c'est que en fait, les personnes qui sont opposées au vaccin pourraient se dire, dans le fond, si tout le monde a un Coronapass, si les autres se font vacciner ou si les autres se font tester, dans le fond, moi, je suis à mon aise et il n'y a aucune nécessité de me faire vacciner. Mais si tout le monde raisonne de la même façon, finalement, il n'y aura plus personne qui va être vacciné. Exactement. Mais donc là, la question flirte un petit peu avec la notion de vaccination obligatoire ou de ce que certains pourraient dire, mais voilà, ce que vous voulez mettre en place pourrait être indirectement une incitation à se faire vacciner, donc à rendre la vaccination indirectement obligatoire. Enfin, je pense que ce point-là dans la discussion est un point important. Il faut faire la distinction entre une vaccination qui va protéger la personne individuellement contre une maladie, et je pense par exemple à la vaccination contre le pneumocoque qui est recommandée pour les personnes âgées, pour les personnes ayant des problèmes pulmonaires, mais il n'est pas question de rendre cette vaccination obligatoire. Elle n'a pas d'implication sur l'ensemble de la société. Par contre, il y a un certain nombre d'agents infectieux qui ont cette application et le coronavirus est exactement dans cette situation-là, à savoir que la vaccination n'est pas uniquement quelque chose de protection personnelle, mais a une interférence directe avec l'ensemble de la santé de la société. Et donc, il faut bien mettre en perspective la signification de la vaccination dans ce concept-là. Et donc, si on va un pas plus loin par rapport à une vaccination qui pourrait ou non être obligatoire,
j'aimerais bien rompre une lance dans ce contexte-là. Et pour moi, la vaccination des soignants devrait être obligatoire. Il n'est pas, de mon point de vue, à la fois comme médecin, mais également par rapport aux valeurs humanistes de la société, il m'est intolérable l'idée qu'un soignant ayant délibérément refusé la vaccination va se retrouver dans une situation où, étant infecté, il pourrait infecter un des patients qu'il traite, et ce soignant peut être un infirmier, une infirmière, un médecin, un kiné, que sais-je, éventuellement mettre la vie de celui qu'il soigne et dont il doit assurer la protection finalement de la santé, pourrait, par sa négligence délibérée, entraîner la maladie, voire le décès de cette personne. Donc pour moi, les soignants doivent être vaccinés. Au-delà de ça, dans la population générale, mais il y a un élément de solidarité et la vaccination contre le coronavirus s'inscrit dans une solidarité de la société. Oui, donc si je comprends bien, toi tu ne vois aucun risque de discrimination, voire d'atteinte aux égalités ou à l'égalité entre les citoyens. Alors, c'est un point bien évidemment extrêmement important et d'ailleurs dans le schéma que j'ai essayé de constituer par rapport à l'ensemble de cette problématique se retrouvent par-dessus des considérations éthiques importantes et ces considérations éthiques doivent veiller précisément à ne pas se retrouver dans des conditions de discrimination. Alors, le premier point concernant la discrimination éventuelle serait de donner l'occasion uniquement aux personnes vaccinées de pouvoir jouir de certains avantages par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et dans la situation que nous vivons actuellement, effectivement, tout le monde n'a pas eu l'occasion d'être vacciné. C'est la raison pour laquelle le fait de pouvoir, au travers de ce pass Covid, contourner cet obstacle potentiel par la réalisation de tests fait en sorte qu'il n'y a plus de discrimination, en tout cas par rapport aux vaccinés versus non vaccinés. Mais il n'y a pas que cela. Les tests, un test PCR actuellement coûte plus de 40 €. Si on doit répéter ces tests-là, qu'ils restent payants comme dans notre pays, il ne faut pas non plus se retrouver avec une discrimination par le coût des tests qui pourrait impacter les personnes en fonction de leurs revenus. Je pense en particulier aux jeunes, mais également des populations moins favorisées de la société. Et donc, il est pour moi indispensable que, comme au Danemark, comme en France, ces tests soient gratuits et pris en charge totalement par le gouvernement, par les régions, peu importe. C'est une condition indispensable à la poursuite de l'examen de cette possibilité de Coronapass. Au Danemark, et donc j'aime à le souligner parce que le Danemark était le premier à introduire ce Coronapass dans la vie de tous les jours, et ça fonctionne maintenant à la satisfaction de tous, ou en tout cas d'une large majorité de la population, ça fonctionne depuis un mois. C'est 500 000 tests par jour, ils vont bientôt arriver à 700 000 tests. La crainte de devoir subir des tests un peu traumatisants, elle n'existe quasi pas au Danemark. En tout cas, il faut souligner que chez eux, c'est 1/3 seulement de tests PCR par frottis nasopharyngé et 2/3 de tests antigéniques qui ressemblent très fort aux autotests qu'on est en train de développer chez nous. Ces tests sont entièrement gratuits. En France, qui a finalement aussi mal géré que nous la problématique de cette crise sanitaire, le testing est généralisé, extrêmement accessible, sans devoir passer par la prescription d'un médecin et gratuit en toutes circonstances. Et donc là, nous avons deux exemples de deux pays démocratiques de l'Union. Faisons la même chose et j'en appelle aux responsables politiques d'aller dans cette voie, et ceci d'ailleurs indépendamment de la problématique du Coronapass. Ok. Tu me rassures assez bien dans le concept que tu expliques de ce Coronapass, c'est-à-dire soit vaccin, soit anticorps, soit testing, qu'il n'y aura pas de discrimination et qu'il y a moyen d'éviter
des problèmes de différence et d'égalité d'accès pour les citoyens à ce pass. Mais est-ce que bon, ce pass n'est pas une menace pour la protection de notre vie privée et de toutes de nos données de santé? Qui est-ce qui va gérer ça? Qui va gérer un tel Corona Pass? Ça m'inquiète quand même un tout petit peu, ce côté-là. Alors, la protection de la vie privée était affirmée dès 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc un point effectivement oui, mais c'est pas une important. Garantie. C'est pas une garantie. Hein. Mais enfin, mais ça montre quand même que c'est une valeur que l'on doit respecter et que l'on doit veiller à respecter. Par rapport à cela également, le Comité national de bioéthique est une sorte de garant dans la vérification que ce qui peut être mis en route va respecter cette vie privée. Ceci dit, si on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes qui dévoilent leur vie privée dans les réseaux sociaux sans se soucier de la protection de leur propre vie privée. C'est probablement une erreur. Vous savez que les données médicales sont actuellement partagées pour autant que les personnes le souhaitent au travers du réseau santé bruxellois, par exemple, à Brumet, qui permet aux professionnels de la santé de prendre connaissance de toute une série de données privées. Et donc, ces outils-là sont protégés au plan de la gestion informatique. On sait que si on veut vraiment trouer le système informatique, et on a encore vu récemment, il y a la possibilité de le faire. Mais enfin, on peut néanmoins encadrer tout cela d'une série de garanties techniques qui permettent de protéger la vie privée. Pour en revenir au Corona Pass, il sera extrêmement important que lorsque l'on montre ce Corona Pass, ne soit pas signalé pour celui qui en assurerait, ou qui serait chargé d'assurer du caractère permettant d'entrer dans tel ou tel endroit, qu'il soit au courant que ça soit vert parce qu'on a été malade, que ça soit vert parce qu'on a été vacciné ou parce qu'on a un test négatif. Il faut que tout ceci soit également protégé et donc lorsque j'entrerai au théâtre, au restaurant ou dans un stade de football, celui qui va vérifier ma capacité d'entrée ne puisse pas être au courant d'éléments de santé me concernant. Il faut bien dire que ces éléments-là sont quand même très, très nettement limités. Hein. On ne va pas marquer là-dessus si je suis diabétique, bronchiteux chronique, alcoolique, cirrhotique, cancéreux ou autre chose. Les informations que l'on a là sont à caractère extrêmement limité, se retrouvent d'ailleurs déjà dans des bases de données. Si on se fait vacciner, eh bien, il y a Vaccinet qui recueille toutes les informations de vaccination et ça se retrouve déjà regroupé dans une base de données. La problématique des tests est dans une base de données. Dès qu'on se fait tester, on reçoit un SMS comme quoi on est positif ou négatif. Et donc, cette notion-là est également retrouvée sur une base de données. Et donc, il y a déjà toute une série de choses qui existent. Il faut rester prudent, mais il ne faut pas non plus avoir un fantasme par rapport à ce risque. Non, d'accord, il ne faut pas avoir de fantasme, mais je crois que tu l'as aussi, tu indiques des questions très, très précises auxquelles peu de personnes attachent suffisamment d'intention. Effectivement, il y a énormément de données médicales qui sont collectées, qui sont dans des bases de données et bon, on s'en inquiète pas et ici on s'inquiète bien justement uniquement de sa situation Corona-proof ou pas Corona-proof. Ça m'étonne un peu d'ailleurs que nos citoyens justement s'inquiètent plus de cette situation actuellement alors que depuis des dizaines d'années les données médicales sont effectivement collectées dans des grands serveurs. Enfin, justement, peut-être que la question qui se pose là, est-ce qu'un tel Corona Pass, actuellement dans les débats sur la démocratie dans notre société, touche à
a certains fondements. Je pense qu'on insiste actuellement énormément sur les législations et les mesures qui doivent être temporaires, qui doivent être contrôlées démocratiquement et qui doivent être proportionnelles. Est-ce que ce Corona Pass risque-t-il de devenir permanent? Surtout que certains disent aujourd'hui, oui, mais la pandémie ne sera finalement définitivement jugulée que d'ici 2025. Et ce qui est non seulement en Belgique, mais dans tous nos États démocratiques, tout ce qui est provisoire dure parfois le plus longtemps. Est-ce que nous avons effectivement, nous voguons effectivement pas avec un tel exemple de Corona Pass vers plus de contrôle permanent? Alors, on soulève là plusieurs problèmes qui sont extrêmement importants. Un des points est le contrôle démocratique. La démocratie, c'est finalement le contrôle par le peuple ou par l'émanation du peuple qu'est le Parlement. On peut accepter que dans une situation d'urgence, comme ça a été dans le début de l'épidémie, il y ait une série de mesures, entre guillemets, exceptionnelles qui soient prises. Actuellement, on n'est plus dans une situation d'urgence et le débat qui a lieu actuellement par rapport au contrôle de ce qui doit entourer toutes les décisions que l'on prend dans le cas du contrôle de l'épidémie. Ce contrôle doit être assuré si on veut assurer la pérennité de notre État démocratique. Alors, le point de l'utilisation de ce Corona Pass dans la ligne du temps, il faut bien le remettre dans la perspective que j'avais signalée au début, à savoir la gestion du risque de transmission du virus. Dès que le virus va circuler moins, et beaucoup moins, ou en tout cas suffisamment moins, ceci associé à une immunité collective qui sera également suffisante. Il n'y a pas de chiffre magique, on dit 70%, 80%, c'est un continuum, ce n'est pas binaire. Mais à un moment donné, on se retrouvera dans une situation où effectivement, on n'aura plus besoin d'assurer la garantie d'une absence de transmissibilité potentielle par un individu, et donc on ne devra plus utiliser ce Corona Pass. Et donc il faudra adapter l'utilisation ou non de cette garantie de la sûreté de l'individu en fonction de l'importance de l'épidémie. De ce point de vue, on dit oui, mais tout ça n'est pas nécessaire actuellement. Dès le mois de juillet, on aura un pourcentage suffisant de la population vaccinée, etc. Ce n'est pas mon idée. On va vivre encore pendant de longs mois avec une circulation virale qui sera trop importante et qui devra imposer des systèmes permettant de réguler cette transmission potentielle. Et donc, je ne crois pas qu'en mois de juillet, on pourra ouvrir les restaurants comme on les a ouverts précédemment sans garantie complémentaire. C'est pour moi un leurre. Oui. Et donc, ce Corona Pass va devoir être utile encore pendant de nombreux mois. On peut imaginer d'ailleurs qu'en fonction des paramètres que j'ai définis, ils disparaissent à un moment donné et réapparaissent à un autre moment pour justement permettre de garder cette liberté d'action. Il faut bien se mettre dans l'idée que ce Corona Pass n'est pas liberticide, mais au contraire, il donne la possibilité de garder une liberté, quelle que soit la circulation du virus. Je crois que c'est une très belle conclusion là, que tu me donnes. Donc espérons que cette immunité collective dont tu parles, on l'atteindra assez rapidement, mais je crains aussi que cette immunité collective, on ne la constatera que post factum et que donc effectivement, avant d'être sûr qu'on l'ait, ce Corona Pass va peut-être nous aider à rester suffisamment libres dans une société libre. Merci Élie.